Salut, je suis TacLine, la ligne tactique, et bienvenue dans l'univers de RAS, Résilience Autonomie Survie. Aujourd'hui, on va parler de secourisme et d'un point important, réaliser le bilan d'une victime lors d'un accident. Avant de commencer, dis-moi dans les commentaires si tu es formé en secourisme, si tu as une expérience dans le domaine, ou si tu as déjà dû gérer ce genre de choses, ça m'intéresse. Ah, et j'oubliais, j'ai glissé quelques invités surprises dans cette vidéo. Ils ont bien voulu accorder un peu de leur temps pour venir te parler, donc si leur intervention t'a plu, je t'invite à aller voir dans la description, j'ai mis le lien vers leurs chaînes respectives. Salut à tous, je suis Carnot Sourcegris de la chaîne du même nom. Il y a quelques jours, Gaël m'a dit qu'il allait faire une vidéo sur le bilan d'une victime et m'a invité à dire quelques mots à ce sujet. Alors voici ma petite participation. Sur la plupart des chaînes de survie, Prepper, Tactical Medic et autres, on nous montre volontiers la pose de garrots, de pansements compressifs, occlusifs, non occlusifs, à valve, de gauze et encore tout un tas de gestes, souvent pour des cas très graves. Mais très rarement, on nous parle du bilan. Alors oui, quand on dit bilan, on pense à un truc qui se fait à la fin, mais pas lorsque l'on arrive sur un accident ou un problème de santé. Si l'on veut intervenir, ou même juste prévenir les secours, il faut savoir dans quelle situation on est pour savoir quoi faire ou quoi dire. C'est ça le bilan. En fait, les bilans en termes de secourisme. En fonction de la façon dont vous allez vous investir dans l'aide à la victime, vous allez faire un bilan circonstanciel, un bilan d'urgence vitale, voire un bilan complémentaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque c'est le sujet de la vidéo de Gaël, mais dites-vous que c'est la base d'une intervention réussie. La décomposition détaillée de ces bilans peut vous paraître longue et stressante, mais en réalité, cela se fait assez vite. Dans le bilan circonstanciel, vous allez chercher que s'est-il passé? Est-ce qu'il y a un danger? Au cours du bilan d'urgence vitale, vous allez rechercher une détresse immédiate vitale, identifier la plaie principale de la victime, ou encore rechercher une détresse vitale non évidente. Ces deux bilans vont vous permettre de savoir quoi dire au secours et quels gestes de secours appliquer. Alors bien sûr, ça c'est la règle. Mais si vous voyez une plaie avec des jets de sang, c'est que le gus est vivant, puisque pour que cela puisse faire pchit pchit, il faut que le cœur batte. Et si cela fait pchit pchit, il faut vite arrêter l'hémorragie si on ne veut pas appeler les secours pour un cadavre. Mais comme je vous l'ai dit, Gaël va vous détailler tout ça. Je tenais juste à vous dire que c'est une phase importante, même si elle n'est pas aussi spectaculaire que certains gestes techniques. Formez-vous et préparez-vous. Préparez-vous aussi mentalement, car tout ceci est relativement facile en théorie, mais sur le terrain, avec les bruits, les cris des proches, de la victime, l'odeur du sang, la visibilité pas toujours optimum et tout le reste, une préparation mentale ne pourra que vous aider le moment venu. Et bien voilà, j'en ai fini pour mon intervention. Merci Gaël de m'avoir invité dans ta vidéo. Je te laisse continuer et nous présenter tout ça pour que l'on ait les bons réflexes le moment venu, tout en espérant ne jamais avoir à y être confronté. Allez, à plus. Qu'est-ce que c'est qu'un bilan? Et à quoi ça sert? En tant que citoyen primo-intervenant, la meilleure façon de participer à l'action de secours, c'est de transmettre aux pompiers ou au SAMU un point de situation complet de l'événement. Tout simplement car c'est ce que tu vas dire qui va déterminer la nature des moyens engagés. Tu constitues les yeux et les oreilles des services de secours à ce stade. Le nombre, l'état des victimes, la situation générale et l'emplacement constituent un ensemble de critères qui vont déterminer si tu vas voir arriver un seul véhicule léger ou bien toute une série d'équipes spécialisées. Si les moyens engagés ne sont pas adéquats suite à une mauvaise transmission des informations lors de l'appel au secours, par exemple, tu as oublié de mentionner que la personne était bloquée dans un véhicule, tu te retrouveras avec une équipe qui ne sera pas en mesure de gérer seule la situation. Il va falloir rajouter le temps d'intervention des renforts spécialisés pour extraire la victime de son moyen de transport. Naturellement, tu vas me dire que c'est un peu gros d'oublier de mentionner la voiture. Mais c'est sans prendre en compte la composante du stress, qui diminue nos capacités, avec l'effet tunnel notamment, mais j'y reviendrai sur une future vidéo, gestion du stress. Pour en revenir à notre exemple, le premier véhicule ne pourra rien faire avant que la voiture ne soit découpée et la victime sortie. C'est une erreur que tu peux éviter et qui offrira un gain de temps non négligeable en améliorant les chances de survie des personnes impliquées dans l'accident. Finalement, apprendre à faire un bilan est à la portée de tous. On n'a pas besoin de dépenser d'argent pour acheter des équipements spécifiques
On n'a pas besoin de porter quoi que ce soit dans nos poches au quotidien. On n'a même pas besoin de savoir réaliser des gestes techniques. Il suffit juste d'un peu de temps et d'attention et c'est à la portée de tout le monde. D'ailleurs, pour la notion de temps et d'attention, je te renvoie vers les travaux d'un certain Idriss J. Aberkan qui en parle bien mieux que moi. Tu retrouveras tous les liens en description. Je tiens aussi à rappeler que je ne suis pas un instructeur en secourisme. J'ai suivi des formations, bien évidemment, sur le domaine, mais toujours d'un point de vue de l'intervenant, jamais officiellement en tant qu'enseignant. C'est important pour moi de souligner qu'il s'agit ici d'une découverte. La vidéo seule ne suffira bien entendu pas, donc je t'invite à te former auprès d'organismes reconnus et certifiés pour passer ton premier secours civique de niveau 1 d'abord, et pourquoi pas aller plus loin avec un premier secours en équipe de niveau 1, ou du secourisme tactique, voire carrément un engagement auprès d'associations comme la Protection Civile ou la Croix-Rouge, ou les pompiers volontaires par exemple, histoire de pouvoir maintenir tes acquis, driller et aider les autres. Ok, maintenant qu'on sait que c'est important, par où commencer? Comment aborder cette problématique? Par une méthode très simple, la méthode PA, protège, alerte, secours. Simple. Protéger, ok, mais concrètement ça veut dire quoi? Déjà, commence par ne pas te précipiter, ne fonce pas sur la victime tête baissée. Analyse la situation et vois les dangers éventuels. Y a-t-il des risques pour toi ou pour les autres? Imagine qu'il y a un câble électrique qui touche la victime. Tu veux aider, tu ne fais pas attention et tu viens toucher la personne. Dommage, tu viens toi aussi de prendre une décharge électrique mortelle dans la gueule et tu te retrouves au sol. Tu es la seconde victime. Impossible pour toi de continuer à aider. Tu ne pourras pas tenir au jus les secours sur l'évolution de la situation, ils ne seront pas au courant de ce qu'il se passe, ce qui risque de provoquer une ambiance électrique au niveau des équipiers qui devront rester le plus câblés possible pour rester efficaces. Donc avant toute chose, protège-toi en premier. Ce n'est pas égocentrique, c'est juste logique. Tu dois travailler en sécurité simplement pour pouvoir continuer l'action de secours jusqu'au bout sans te mettre en danger. Le but, c'est d'éviter le suraccident. Donc si tu peux, rends-toi visible. Avec les moyens du bord comme les gilets jaunes, le triangle, une lampe torche. C'est également le moment de venir baliser la zone avec le fameux triangle dont je viens de parler, les feux de ta voiture que tu peux maintenir allumés ou tout autre système D. Là, on est sur de la débrouille. Protéger, c'est aussi faire attention à la victime. Est-elle en sécurité là où elle se trouve? Y a-t-il un danger qui la menace directement? Et ce danger est-il impossible à contrôler et impacte-t-il directement la vie? Aussi, il faut te poser la question de est-ce que tu vois la personne? Et si oui, est-ce que tu peux la dégager, encore une fois, sans risque pour toi? Si tu peux répondre oui à toutes ces questions, alors fais un dégagement d'urgence. On reviendra sur la technique dans une autre vidéo. Une des règles d'or quand tu interviens sur une victime, c'est de ne pas la bouger ou la manipuler inutilement. Pars du principe qu'elle est blessée au niveau de la colonne vertébrale par exemple, et que si tu ne fais pas attention, tu peux aggraver très facilement son état. C'est pour ça que si tu la déplaces, tu dois être certain. Tu ne la bouges pas juste pour te faciliter la vie ou par confort. Ça en fait des questions à se poser, non? C'est pas si facile. Tu peux vite te sentir dépassé et imaginer que tu vas oublier un truc. Mais tout ne fait que suivre une certaine logique. Le bilan, c'est simplement des questions qui te permettent de rassembler les pièces du puzzle à la manière d'un détective ou d'un inspecteur de série policière. Pour en revenir à la notion de protéger, c'est également les EPI, les équipements de protection individuelle qu'on connaît bien maintenant grâce au Covid-19. Tu sais, les gants, les masques, les lunettes, tout ce qui évite que tu te retrouves en contact avec des liquides susceptibles de te contaminer. Ce qui s'appelle dans le jargon un accident d'exposition au virus, anciennement appelé accident d'exposition au sang. Donc oui, avoir une paire de gants dans ta poche, ça va participer à te protéger toi, mais aussi celui ou celle que tu sauves. Et oui, la contamination, c'est dans les deux sens. On reviendra là-dessus sur la vidéo dédiée au trauma kit. Pour bien te protéger, tu vas pouvoir aborder la première partie du bilan, le circonstanciel. En vrai, tu l'as déjà abordé à partir du moment que tu t'es posé la question « Est-ce que j'agis en sécurité pour moi ou pour les autres ?» Le circonstanciel, comme son nom l'indique, c'est une analyse rapide de la situation qui répond à des questions simples. Qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi? Y a-t-il des risques? Ai-je besoin de renforts? C'est un peu l'idée de prendre une photo de l'événement dans sa tête pour comprendre les circonstances de l'accident, sa mécanique, combien il y a de victimes, etc., etc. Petite particularité, tu vas stopper ton circonstanciel immédiatement pour réaliser des gestes de secours quand tu te retrouves face à une hémorragie, un arrêt cardiaque,
un cas d'inconscience ou une obstruction brutale des voies aériennes supérieures qu'on appelle une OBVAS dans le milieu. Il s'agit d'actes réflexes que nous aborderons dans une prochaine vidéo et qui permettront d'empêcher la dégradation très rapide de l'état de l'accidenté. Après le circonstanciel, on passe au bilan d'urgence vitale, qui se divise en trois, d'un côté le neurologique, le respiratoire et le circulatoire enfin. Les trois domaines sont tous interconnectés. Si l'un est en souffrance, alors il impactera forcément les deux autres. Prenons un exemple, celui de l'inconscient. Donc c'est un cas neurologique. Cette inconscience va entraîner un relâchement musculaire qui peut provoquer la bascule de la langue, ce qui entraîne un arrêt de la respiration par obstruction. À force, cela va engendrer un arrêt du cœur, donc au final, la défaillance au niveau cérébral engendre une insuffisance respiratoire, puis une problématique circulatoire. Petite particularité, tu vas toujours commencer par la partie qui pose problème. Si la personne n'arrive pas à respirer, commence par le bilan respiratoire. Si elle vient de se couper méchamment, on commence par le bilan circulatoire. Pense également que les gestes priment toujours sur le bilan. Dans tous les cas, face à une urgence vitale, tu interviens avant de finir ton bilan. Si tu connais les gestes, bien entendu. Là encore, c'est une question de logique. Tu ne laisses pas la personne se vider de son sang car tu n'as pas encore fait ton bilan neurologique ni respiratoire. Attention, le bilan que je présente ici est une version simplifiée. Bien évidemment, au niveau des services de secours, il est forcément plus complet, plus dense, avec beaucoup plus d'informations. Ici, tout n'est pas présenté. Donc, il ne s'agit pas d'un oubli de ma part, mais c'est bel et bien volontaire. Partons sur le bilan neurologique à présent. Le neurone, donc le cerveau, la pensée, le fait d'interagir correctement avec son environnement, ce qui sous-entend la question est-ce que la personne semble dans un état normal ou non. J'attire ton attention sur le fait que la normalité, c'est vraiment relatif. Un individu peut sembler complètement anormal et donc t'inciter à chercher une détresse neuro alors qu'il est simplement comme tous les jours, égal à lui-même. Donc si tu as des témoins ou des gens qui connaissent la victime autour de toi, mets-les à contribution et demande-leur est-ce qu'il ou elle est différent de d'habitude. Il est très facile d'être induit en erreur à ce stade. La première chose à repérer, c'est le niveau de conscience de la personne, avec la fameuse phrase « Madame, monsieur, ouvrez les yeux, serrez-moi les mains ». J'insiste sur le fait de serrer les deux mains et pas juste une. À ton avis, pourquoi ? Si tu veux jouer le jeu, tu mets la vidéo en pause, tu me donnes la réponse dans les commentaires, ou alors tu veux tricher, tu continues la vidéo jusqu'à la fin et voilà, t'auras la réponse. Tout simplement parce que quand tu vas serrer la main de la personne, si t'as vraiment pas de chance, t'es tombé sur le seul Gugus du coin qui est paralysé du bras. Forcément, tu vas essayer de serrer, lui il pourra pas parce qu'il est paralysé. Donc, tu vas partir du principe qu'il est inconscient. Sauf que, malheureusement non, donc ton bilan il est complètement faussé et tu fais un échec mission. Alors cette paralysie, elle peut venir d'un accident bien entendu, mais aussi d'un AVC, un accident vasculaire cérébral, qui est en cours ou qui a eu lieu par le passé. L'AVC, j'y reviendrai sur d'autres vidéos bien entendu, mais c'est une problématique vraiment à prendre en compte, c'est important. Autre petite astuce de Père Castor, ne lui secoue pas les bras. C'est un réflexe naturel de vouloir secouer la personne pour voir si elle est consciente. Sauf que, à ce stade, tu ne sais pas si elle a subi un traumatisme ou non. Donc, si tu la bouges dans tous les sens, là encore, tu risques d'aggraver son état. Est-elle consciente? Donc, est-ce qu'elle réagit? Si oui, à quel degré? Est-elle inconsciente, sans aucune réaction? Est-elle somnolente, donc elle s'endort quand tu ne la stimules pas, mais reprend un peu conscience quand tu lui parles? Est-elle consciente, orientée ou désorientée? Pour y répondre, tu peux poser des questions simples. On est où? Dans quelle ville? Quelle année? Voir si elle est à côté de la plaque ou non. Tu peux rechercher également des traces de vomi, de sang, d'urine. Tu peux regarder les pupilles, est-ce qu'elles sont symétriques, mais également est-ce qu'elles sont dilatées ou à l'inverse contractées? Y a-t-il une perte de conscience initiale, une anomalie de la parole, une paralysie de la face ou d'une partie du corps? Finalement, dans le neurologique, il va falloir poser tout un tas de questions à la victime. Et ça tombe bien, c'est très important de garder un contact et de dialoguer avec la personne pour la rassurer bien entendu, mais aussi pour voir le plus vite possible tout changement d'état. Encore une petite astuce, présente-toi, commente ce que tu fais. Si tu réalises un geste de secours que tu as appris durant ton premier secours civique de niveau 1, dis-lui tout simplement avant de le faire. Ça évite à la personne d'être surprise et donc de faire un faux mouvement et ça permet de maintenir le dialogue. C'est pas forcément très facile de continuer à parler en permanence à une personne. Pense également que certains et certaines n'apprécient pas du tout d'être touchés et manipulés, surtout dans une situation de stress comme celle-ci. Il faut également prendre en compte que les témoins autour peuvent aussi être impactés par ce stress et involontairement t'empêcher de réaliser correctement ton action de secours. Ils sont eux aussi des victimes potentielles à ne pas négliger.
Ceci est une prise d'otage de chaîne YouTube. Ne tentez rien. Mais Gardio, qu'est-ce que tu racontes là? Tout le monde t'a reconnu, on sait que c'est toi. Hein. Merde. Bon bah. Salut à tous. Aujourd'hui les amis, on va pas parler d'armes à feu comme d'habitude, mais on va parler de secourisme. Et je prends possession de la chaîne de Tackline pour en parler avec vous. On va laisser tout ce qui est bilan respiratoire, circulatoire et complémentaire pour la prochaine vidéo à venir. Et moi ce que j'aimerais voir avec vous, et qui est le plus important, c'est l'appel au secours. Au secours! Au secours! Mais non, avec un téléphone du con. Au secours! Bah oui, si vous tombez sur quelqu'un qui a un problème, qui est en détresse, qui est inconscient ou qui est en arrêt cardiaque ou respiratoire, faites le 15. Ça vous évitera de vous retrouver avec une non-assistance à personne en danger sur le cul qui va jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Après, si vous avez du temps à perdre et beaucoup de pognon, c'est vous qui voyez. Mais un petit coup de fil, franchement, ça peut sauver une vie. Et je dis bien le 15 et pas le 18 parce que c'est le SAMU qui régule les détresses à la personne. Évidemment que si elle le fait, vous faites le 18, mais pour tout le reste, faites le 15, ça évite un aller-retour. Parce que si vous appelez les pompiers qui vont eux prévenir le SAMU, qui va leur dire après de partir, on perd du temps. Donc le temps est très important à ce moment-là. Faites le 15. Et si jamais vous ne sentez pas capable de faire un massage cardiaque ou une ventilation, pas de problème, du moment que vous avez appelé les secours. Parce que si vous maîtrisez pas ce que vous faites, vous pourriez aggraver la situation. Mais reviens, putain! Reviens! Mais reviens! Putain, mais reviens! Oh. Arrête-toi! Mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que je fais? Mais oui, qu'est-ce que vous... Mais regarde, il est mort! J'ai fait tout ce que j'ai pu, tu comprends? Mais est-ce que t'es sûr qu'il est mort? Non, c'est pas con ça. Ouais, il est mort. Mais pourquoi t'as fait ça? Imagine, il se relève en zombie. Et pourquoi t'as tiré toi? Bah, je sais pas, la double dose, non? Oh putain, t'es pas con toi. Pas con ça. Une petite bière? Allez! Allez! Et vous allez pas laisser le corps comme ça quand même. Ça, t'en auras plus besoin. Et attendez-moi pour la bière. Bon, et si vous voulez pas vous retrouver bloqué comme dans la situation d'avant où vous vous retrouvez vraiment en galère avec quelqu'un qui a besoin de vous, il suffit juste de passer votre PSC1, le premier secours civil de niveau 1. En plus, il est pris en charge par la plupart des organismes, et au pire, il coûte pas si cher que ça. Donc franchement, le PSC1, c'est le truc à avoir si jamais un jour quelqu'un a besoin de vous. Voilà les amis, la première partie de cette vidéo se termine, vous retrouverez la suite dans la deuxième partie. Je tiens à remercier Tackline et Carnos sur ce grid d'avoir participé à ma vidéo. Mais attends, Et- Gardio, c'est pas ta chaîne, c'est pas ta vidéo ça? Bah si. Ah bah non, c'est la chaîne de Tackline ça. Non. Bah si. Non. Ah oui, ta chaîne secondaire. oui. Voilà, On est- voilà. Donc merci à eux d'avoir participé et allez sur la chaîne principale, Algardio, pour voir la deuxième partie des battles des fusils d'assaut. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce et un grand merci aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Je vous remercie encore une fois, je vous fais plein de bisous et n'oubliez pas, prenez soin de vous et la sécurité avant tout. Ciao!